Bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous revoir pour cette seconde série d'entretiens de l'ECODEF. Je suis donc Olivier Martin, président du comité de pilotage de la chaire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean Belin, qui est le titulaire de la chaire économie de défense, universitaire à Bordeaux. Nous innovons pour ces deuxièmes entretiens. Nous accueillons un autre invité, Victor Rafour, qui est responsable au sein d'Arcus, de la Corporate Finance and Strategy. Je le lis en anglais, je n'ai pas forcément la traduction en français. Quelques petits mots. Au-delà qu'il va avoir bientôt 4 enfants, ce dont je le félicite, Victor a commencé sa carrière dans la banque, secteur bancaire, pendant une dizaine d'années, puis dans l'industrie de défense et notamment chez Arcus depuis une dizaine d'années. Il est membre éminent de la 73e session de l'IHEDN. Et enfin, il participe actuellement au groupe de travail qui a été lancé au sein de l'industrie française sur les problématiques de financement de la défense. C'est donc un expert tout à fait reconnu du domaine et je suis ravi de l'avoir. Et enfin, nous sommes dans un lieu tout à fait agréable, le centre de documentation de l'école militaire qui nous accueille tout à fait généreusement. Bien, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme d'habitude, vous le savez, nous avons donc une série de questions que je vais poser à nos invités, cela va durer entre 20 minutes et une demi-heure. Et je souhaite évidemment, c'est la partie, je pas la plus importante, mais au moins aussi importante que la première, avoir de votre part un maximum de questions. Nous essaierons d'y répondre, bien évidemment, au maximum. Jean, tout d'abord, quels sont les résultats actuels de la recherche économique en ce qui concerne le financement des entreprises? Une question assez générale pour planter le décor. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors la littérature économique sur le financement des entreprises s'est fortement développée ces dernières années. On peut noter plusieurs résultats intéressants. On sait que le coût et l'accès au financement dépendent finalement des caractéristiques du secteur, des caractéristiques de l'entreprise et du projet, et que certaines entreprises vont être contraintes financièrement, c'est-à-dire que elles ne vont pas avoir le volume de financement désiré, ou autrement à des conditions assez contraignantes en termes de prix, de durée ou de garantie nécessaire. Vous parlez pour la défense, notamment. Alors, en général, et effectivement, on va voir que ça s'applique à la défense, qui a certaines caractéristiques qui font qu'elles ont des conditions de financement plus contraignantes. Alors, effectivement, certaines entreprises sont plus affectées par ces contraintes financières. Alors, on retrouve dans ces entreprises les entreprises petites et moyennes, on retrouve les jeunes entreprises, mais également les entreprises qui vont faire de l'innovation et de la recherche-développement ou de l'exportation. Et donc, finalement, ces contraintes financières ont des conséquences très importantes sur les choix des entreprises et vont avoir des conséquences sur la baisse des emplois, des exportations ou des activités de R&D. Alors, on peut également parler des résultats qui ont été obtenus plus spécifiquement dans la défense. Là aussi, la recherche a progressé. Alors, le premier résultat, peut-être, c'est de noter que depuis la fin des années 80, il y a eu un changement profond des conditions de financement sur le marché défense. On a vu se développer à la fois les financements privés et puis l'influence des marchés financiers s'est intensifiée. Alors, pour essayer d'illustrer un peu cette idée, on peut reprendre l'exemple, par exemple, de deux entreprises, Thales et Safran. Si on regarde leur historique, Thales est issu d'une entreprise publique, Thomson CSF, et maintenant l'État est toujours actionnaire de Thales, mais uniquement à un taux d'à peu près 26%. C'est le même cas pour Safran, qui est issu de la fusion de deux entreprises publiques, Sagem et Secma. Et maintenant, l'État est toujours actionnaire. Sagem était public, Sagem? Alors, elle appartenait aux salariés. Ces deux entreprises ont fusionné, ont fondé Safran en 2005 et l'État est toujours actionnaire de cette entreprise, mais à un taux proche de 11% maintenant. Alors, comme autre résultat dans la défense, ce qu'on sait et ce que la chaire
a pu apporter, c'est de montrer que l'activité défense, finalement, génère des besoins de financement importants. Alors, pour justifier ça, on peut regarder ces besoins. Les entreprises défense ont des investissements en recherche et développement conséquents. Ils ont un personnel plus qualifié, notamment des chercheurs. Et ces entreprises ont souvent un cycle de production qui est plus long. Et puis, dans le même temps, les entreprises de la défense ont des caractéristiques qui sont marquées en termes de risque et rentabilité. Elles font beaucoup de R&D. La R&D est une activité qui est risquée, qui a des caractéristiques marquées en termes de rentabilité et de durée. Et ces investissements sont souvent des investissements immatériels qui sont peu efficaces en termes de garantie. Alors, comme autre résultat, on a aussi des résultats sur les capitaux étrangers. Donc, comme je vous l'ai dit, les marchés financiers et le financement par le marché s'est développé. Et donc, ce qui a favorisé l'entrée de capitaux étrangers dans les entreprises défense, que ce soit en France ou en Europe. Donc là, à ce titre, on peut citer une étude que nous avions réalisée avec Hélène Masson et Maggie Fawaz sur les actionnaires et leur nationalité des entreprises de défense en Europe et aux États-Unis. Alors, plusieurs résultats intéressants sont ressortis. Alors, d'une part, on voit que le lien national est toujours fort en Suède, en Espagne et en France. En France, on a 63,4% des actionnaires qui sont français, mais ce lien national est plus réduit en Allemagne et en Italie, avec respectivement 45,5 et 38,4. Alors, on pourrait penser que finalement, à côté des actionnaires nationaux, on a des actionnaires européens, mais non, les liens capitalistiques européens sont peu développés et sont très concentrés finalement sur Airbus, MBDA et KNDS. Et donc, à côté du financement national, on a beaucoup de financements étrangers, notamment du financement américain. Le financement américain dans les grandes entreprises de défense européennes arrive en deuxième position derrière le financement national. Ce financement américain est réalisé à la fois par des entreprises, mais également par des fonds d'investissement qu'on va retrouver dans beaucoup de pays, dans les entreprises de défense. Alors, si on regarde l'actionnariat des entreprises américaines de défense, on s'aperçoit que la situation est clairement asymétrique. Très peu de capitaux européens dans les entreprises de défense américaines. Voilà l'état de quelques résultats obtenus en économie et en économie de défense. Aux États-Unis, vous avez raison, il y en a quand même quelques-uns. Il y a BA, il y a Leonardo qui ont des participations importantes aux États-Unis, mais vu la taille du marché américain, ça en pourcentage, c'est plus faible clairement que les fonds américains. Et puis peut-être que dans quelques années, quand on fera cette même visio, vous parlerez de l'investissement chinois en Europe. On verra ça. Victor, donc vous êtes l'opérationnel du secteur à côté du chercheur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vu de l'entreprise, la nature, là aussi question cadre général, la nature des besoins de financement des entreprises de défense? Bonjour Olivier, bonjour Jean. Merci de nous inviter. Effectivement, je ne vais pas faire de grandes théories statistiques, on va plus parler de terrain et de ce qu'on vit tous les jours. Aujourd'hui, quel que soit votre projet, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez une start-up, une PME ou même un grand groupe, tous vos projets ont besoin de financement ou ont besoin d'être financés. Besoin d'être financés, ça veut dire qu'on a un fournisseur qui n'est pas un fournisseur comme les autres, qui c'est un fournisseur supra, on va dire, qui est plus un partenaire qui va être les banquiers ou les financiers au sens large. Donc, avec ces fournisseurs, on va devoir mettre en place un accompagnement de la stratégie et de la croissance de l'entreprise et trouver les bons produits qui correspondent aux besoins de la stratégie de l'entreprise. Donc, on va se poser la question du financement qui doit non seulement être analysé en termes de coûts, bien sûr, mais aussi en termes de correspondance par rapport aux besoins réels de l'entreprise. Et on va devoir analyser les différents types de financement pour choisir le plus adapté aux besoins de la stratégie ou de la croissance de l'entreprise. J'invite d'ailleurs à relire le financement d'entreprise de Charles Moriris et Redor, qui donnera une approche peut-être plus technique pour ceux qui veulent poursuivre sur comment comparer les différents types de financement. Si on doit synthétiser les différents types de financement, on peut les classer en deux grandes familles. Ceux qui vont être liés au cycle d'exploitation,
tout ce qui va être le financement de l'activité réelle et immédiate de l'entreprise, le besoin d'exploitation, le financement du poste client, le financement des fournisseurs. Et petite particularité dans l'industrie de défense, mais dans l'industrie au sens large, nous sommes des industries qui consomment beaucoup de besoins en fonds de roulement, puisque nous achetons beaucoup de matière, nous la transformons et nous avons des coûts de structure et des coûts d'usine qui sont beaucoup plus importants que dans des industries qui sont totalement numérisées ou dématérialisées. En parallèle de ce cycle d'exploitation, vous avez les cycles d'investissement. Et les cycles d'investissement, comme Jean l'a expliqué, on est dans des cycles d'investissement qui sont à risque, c'est-à-dire on ne sait pas aujourd'hui quel sera le moteur de demain dans les véhicules en 2040 ou en 2050. Donc, on doit faire des choix, on doit prendre aussi des paris, on doit arbitrer nos financements. Ces financements, vous l'avez compris, ils sont plutôt court, moyen terme sur les cycles d'exploitation et très souvent long terme et à haut risque sur les cycles d'investissement. Du fait de la raréfaction aujourd'hui du financement dans le secteur de l'industrie de défense, les premiers cycles touchés sont les cycles à haut risque et les cycles à long terme. Donc aujourd'hui, pour pouvoir financer ces investissements et la croissance de demain, on est principalement sur des outils qui est l'autofinancement, on reviendra un peu plus, mais qui est en fait l'argent même de l'entreprise qui est réinvesti, ou sur des partenariats avec des investisseurs long terme. Comme il est difficile d'avoir l'ensemble de ces financements, parfois, malheureusement, on va utiliser des financements court terme ou moyen terme pour faire ces investissements, et donc cela vient au détriment du financement du cycle d'exploitation ou du financement du besoin en fonds de roulement des entreprises. Du fait de cette surconsommation de crédit court terme, moyen terme, c'est souvent le crédit, l'outil le plus utilisé, on a un ensemble de facteurs bancaires qui, dans leur notation, vont considérer qu'on est surexposé en termes de dette financière à court terme et moyen terme. Et donc, on a de nouveau une raréfaction sur le court terme et sur le moyen terme. Et à cela, vous pouvez ajouter une problématique qui va être, sur ce financement du cycle d'exploitation, une prise de risque du fait de l'environnement défense et de l'industrie défense, qui parfois est perçu par les banques comme extrême. On parlera des risques de façon un peu plus détaillée, je pense, tout à l'heure, mais qui, du coup, vient à nouveau faire une raréfaction de cette possibilité de financement. Donc, sans ces financements, on est contraint, pour pouvoir faire tourner nos usines, faire tourner notre cycle d'exploitation, à utiliser beaucoup de manne financière, et du coup, ça réduit nos capacités forcément d'investissement, et d'où le besoin et la création d'outils nombreux sur les programmes, les preuves de concept, ou parfois même de le financement de la recherche anticipée par les États. Ça touche surtout, je pense, les PME, cette problématique, non? Alors, ça vis-à-vis du secteur bancaire. On voit une tendance, le mouvement de fond est en marche sur cette problématique du financement du secteur de la défense. Ça a touché au début les TPE, puis les PME, et on voit maintenant les grands groupes confrontés à une contrainte financière. Elle vient de la norme, on va parler de la taxonomie ou autre, mais on voit bien que l'ensemble des disponibilités se réduisent, et plus elles se réduisent, bien entendu, plus elles impactent le secteur. Merci. Je retourne pour vous, Jean. Quels sont les différents modes de financement pour les entreprises de défense? Oui, alors comme l'a rappelé Victor, il y a plusieurs sources de financement. On peut utiliser d'une part l'autofinancement. Ensuite, on peut faire appel à des apporteurs de capitaux extérieurs, des financements privés extérieurs, à la fois par dette ou capitaux propres. Et puis, on peut faire appel au financement public. Alors, concernant les financeurs extérieurs, nos études statistiques montrent que finalement, en raison des caractéristiques des entreprises de défense en termes de risque et de rentabilité, les financeurs extérieurs privés sont moins présents dans les entreprises de défense que dans les entreprises civiles. Et donc, quand on analyse leur bilan et notamment leur passif, on voit que structurellement, les apporteurs de capitaux sont moins présents. Alors, l'autre source de financement ou les deux autres sources de financement qui vont être utilisées, ces entreprises vont utiliser davantage l'autofinancement et le financement public. Alors, concernant l'autofinancement, ce qu'il faut noter, c'est que l'autofinancement dépend de l'activité de l'entreprise et de ses performances. Alors, des performances à la fois sur le marché national, mais également à l'exportation.
C'est un sujet sur lequel, je sais pas, Oui. je peux apporter une expérience. J'interromps, j'utilise le privilège de l'animation pour intervenir. Effectivement, et c'est un débat important et quelquefois un peu compliqué dans l'industrie de défense sur l'autofinancement. Certaines entreprises autofinancent peut-être plus que d'autres. Je peux parler pour celle à laquelle j'appartiens, MBDA. Évidemment, nous préférons être financés par nos clients, comme toute entreprise. Mais si nos clients, je pense notamment aux clients français, et c'est dans un dialogue partenarial avec lui, propose ou nous sollicite pour développer un produit qui est proche d'un besoin que l'on identifie à l'export, l'industriel sera évidemment intéressé et sera d'autant plus intéressé que, bien sûr, que les retours sur investissement à l'export va être important et de ce fait pourra accepter une part d'autofinancement. En revanche, lorsque le produit et on n'a pas à discuter de la validité du produit, du besoin exprimé, est très différent du marché export, il est clair que là, l'industriel sera beaucoup moins enclin à autofinancer. L'autofinancement industriel venant essentiellement du résultat de l'activité à l'export, beaucoup plus que de l'activité nationale. Ça, c'est pour l'autofinancement des entreprises. Et alors, le financement public? Donc, à côté de cet autofinancement, on va retrouver du financement public. Alors, le financement public, il peut être national, mais maintenant, il va devenir aussi européen. Au niveau national, on a l'Agence de l'innovation défense qui va financer les entreprises de défense via des projets de technologie de défense, qui sont les anciens programmes d'études amont, via des financements rapides ou Astrid, et plus récemment, via le Fonds Innovation de Défense. Alors, au niveau européen, on a aussi la mise en place du Fonds européen de défense. Donc, il permettra finalement de financer ce fonds des projets collaboratifs de recherche et développement dans le domaine de la défense. Sa mise en place a été un peu compliquée, mais il est maintenant lancé et il dispose d'un budget de 7,9 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Donc, une somme assez conséquente. C'est une somme effectivement assez conséquente. On en a peut-être moins conscience en France qu'ailleurs, parce qu'en France, on a des financements, je crois, importants. Mais il est vrai que quand on fait, alors les statistiques, je le sais, Jean, sont toujours délicates, difficiles à manier, mais les statistiques qu'on obtient de l'Agence européenne de défense sur les financements de R&D en Europe, avec des incertitudes ou des imprécisions, certains pays financent la défense non pas par le budget du ministère de la Défense, mais par d'autres budgets, ministère du Développement économique ou autre. Et avec les données que nous avons aujourd'hui, il faut savoir que le financement annuel Fonds européen de défense représente de l'ordre de 10%, ça sera peut-être un peu moins si on prend en compte les biais, mais de l'ordre quand même de 10% de la R&D financée en Europe, ce qui est évidemment très très important. En revanche, il faut dire que, à ma connaissance en tout cas, on est encore loin, enfin, j'espère pas trop loin, mais en tout cas, on n'a pas encore trouvé clairement les schémas de ce qu'on appelle, je crois, dans le jargon, les grant agreements, qui soient acceptables tant par les États que par les industriels. Et c'est quelque chose sur lequel il faut que les services d'acquisition européens et nationaux et les industriels travaillent d'arrache-pied pour que les projets qui doivent sortir d'ici quelques mois puissent effectivement sortir dans des conditions assez saines. À cet égard, on peut faire peut-être une petite comparaison internationale, montrer que ces financements de la R&D progressent à l'international. On peut parler de la Chine, on peut parler des États-Unis, où entre 2001 et 2004, le financement de la R&D défense a augmenté d'à peu près un peu plus de 50%. Victor, dernière question, et après on laissera la parole. J'espère que vous avez déjà fait chauffer vos questions, je l'espère, et en tout cas, nous avons une équipe qui est tout à fait prête à les accueillir et à nous les passer, nous les communiquer à l'issue de cette dernière question. Victor, les budgets de la défense sont, depuis quelques années, en France notamment, mais aussi en Europe, en hausse. Or, on parle de plus en plus de difficultés en matière de financement de la défense. C'est un peu paradoxal. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous décrire rapidement les principaux risques qui pèsent dans ce domaine et si possible, quelques pistes d'espoir pour surmonter ces risques? On assiste effectivement à des difficultés, non pas d'avoir des parts de marché ou d'avoir de croissance de chiffre d'affaires, qui est le lien avec la hausse des budgets dans le monde de défense, mais principalement à pouvoir faire cette activité, c'est-à-dire à financer notre BFR et financer l'activité de demain avec l'innovation.
on a effectivement une tendance à la raréfaction du crédit ou des financements bancaires, principalement bancaires. En France, il y a le monopole bancaire sur la plupart des instruments financiers, qui est aujourd'hui une tendance de fond. On a, avec les organismes tels que le GICAT ou le CIDEF, commencé à alerter l'année dernière. Il y a eu une mission flash justement sur le financement des PME qui a eu lieu par le député Thiriot et la députée Marie Malévalu au mois de février de mémoire de cette année, qui était très instructif sur le constat, puisque effectivement on manque de données statistiques. Je suis désolé, Jean, on y reviendra. On note une tendance de fond à considérer par défaut le secteur défense comme non compatible avec les nouvelles normes RSE ou la nouvelle image que l'on veut donner, même si on est un des piliers, et je reviendrai sur ce point des normes RSE, et qu'on est justement pionnier même peut-être dans ces standards. Aujourd'hui, on note que cette défiance vis-à-vis des sociétés financières, vis-à-vis du financement de l'industrie de défense, elle vient malheureusement principalement pour une raison de risque d'image ou de compliance, ou je dirais même d'over-compliance. C'est une surprotection des partenaires financiers et à être totalement averse au risque que l'industrie que nous pourrions représenter. Alors, on échange beaucoup. Je pense qu'une des clés, c'est que l'industrie de défense et le monde bancaire se comprennent mieux. On est aussi confronté parfois à un univers bancaire qui n'est pas très au fait de l'industrie de défense, peut-être par un manque historique de communication de la part du secteur, et puis peut-être par un désintérêt malheureux des banquiers à ce jour vers l'industrie de défense, même si aujourd'hui, il faut être très clair, il n'y a aucune banque française qui exclut le secteur défense de son périmètre d'activité. Et qu'aujourd'hui, on a des difficultés, ça prend du temps, c'est long, c'est compliqué, c'est parfois cher. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il y a peu de ratés, en tout cas à ce jour. Mais l'évolution de la norme, l'évolution de l'environnement fait qu'on craint pour le futur d'avoir de plus en plus de problématiques et de perdre même certains marchés ou de ne pas pouvoir financer des marchés même en France. Alors le dialogue est en cours, on se réunit prochainement avec les représentants des banques pour trouver des solutions, éventuellement appliquer un certain nombre des recommandations du rapport de la mission Flash qui était très pertinent. Pour ma part, je vais retenir 3 points principaux qui pourraient être la base. La première, c'est la transparence. Les industriels ont besoin de savoir quelles sont les contraintes des banques pour les comprendre, pour les anticiper et pour pouvoir y répondre. Et puis, inversement, il faut que les banquiers comprennent nos contraintes pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente et trouver les financements nécessaires. Et aujourd'hui, pour vous, ce n'est pas assez clair encore, cette situation. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas vous dire sur quel secteur ou quelle zone géographique une grande banque française peut nous accompagner à l'instant T. Alors, l'environnement géopolitique est très mouvant. Je rappelle quand même que, par définition, nous n'avons pas le droit de vendre à l'export. La règle de base, c'est la vente qui autorise les exportations. Toute vente à l'exportation est liée à une dérogation donnée par l'État français. Les délais, on est très souvent contraint dans une concurrence de fait avec de nombreux industriels. Les délais de décision. Délais de décision côté bancaire, mais même côté réalisation. Aujourd'hui, quand vous mettez en place un produit financier pour accompagner votre vente, pour accompagner votre croissance, voire même vous avez besoin d'une garantie pour pouvoir répondre à un appel d'offres, vous n'êtes pas en mesure de savoir en combien de temps une banque va vous donner ou pas une réponse, qu'elle soit favorable ou non, mais des délais de traitement qui sont de plus en plus longs et qui pénalisent justement nos dossiers. Et puis, on y reviendra peut-être, mais il y a une tendance de fond. On insiste sur le fait qu'il y ait un besoin de confiance mutuelle. Il ne faut pas que, par défaut, nous soyons présumés coupables de quelque chose qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, trop souvent, l'image de l'industrie de défense est quelque chose qui pose problème. Or, et là, je reviens sur l'interview du président de Thales hier dans la Tribune. Dans la Tribune, tout à fait. Nous sommes clairement responsables. Nous avons la volonté d'agir vraiment pour le bien commun et nous sommes vraiment un socle du RSE, puisque sans stabilité
des pays, il n'y aura pas de croissance économique et que on ne vend pas pour vendre, on vend pour accompagner cette politique de la France, en tout cas à l'export, qui veut œuvrer pour la stabilité des pays. Merci. Je vous invite toujours à poser des questions. J'en ai quelques-unes, mais j'avoue ma frustration de voir assez peu de questions. Je profite pour rebondir. Est-ce que vous pensez, Victor, que les banques ont conscience de cette situation? Parce que j'entends dire qu'elles considèrent qu'il n'y a pas de difficulté de financement du secteur défense. Je parle des banques françaises, bien sûr. Alors, la problématique, c'est la statistique, c'est de combien de dossiers on parle. Les entreprises ont pour vocation à trouver des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne fais pas de statistiques sur les refus. Puisque notre objectif, c'est de trouver une solution dans l'accompagnement de la stratégie. Donc, on ne quantifie malheureusement pas ces refus. Ensuite, ces refus, très souvent, parfois, ils sont non documentés. On ne fait pas. Alors, il peut y avoir des raisons très valables. On sait que l'industrie est parfois sous-capitalisée. Je parle là plutôt pour les TPE, PME. Elles ont des contraintes de crédit. Il est évident qu'un banquier ne pourra pas financer des entreprises avec des fonds propres négatifs. Ce serait totalement illogique et ce serait contre-productif et pour lui et voire même pour l'entreprise si elle est amenée à disparaître. Mais parfois, on a des raisons exogènes qui sont en dehors du légal, qui sont plus parfois proches de la morale dans le compliance ou parfois sur le risque d'image. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on communique mieux avec nos partenaires financiers en leur rappelant que nous avons, nous aussi, nous-mêmes, le risque d'image, le risque de nos responsabilités sociétales vis-à-vis des tiers et que c'est en pleine conscience et en pleine réflexion que nous menons nos opérations et pas de façon totalement illuminée ou par appât du gain ou de la vente absolue. J'espère que les banques ne pensent pas ça, sinon ça serait effectivement très grave. Alors, les banques ne le pensent pas. On voit une certaine pression des ONG à vouloir exclure le secteur. Et donc, elles sont aussi sensibles à cette… C'est le problème de la taxonomie. Alors, c'est le problème de la taxonomie. C'est le problème d'une vision aussi de la société. On en est où sur la taxonomie? Vous pouvez en dire quelques mots? Alors, c'est toujours en discussion à Bruxelles. On a vu des évolutions, en tout cas cet été, sur le secteur du nucléaire, qui était aussi un des secteurs qui était visé par cette taxonomie. Aujourd'hui, on est toujours dans des discussions qui sont en cours. On espère que l'Europe prendra en compte justement cette vision importante du besoin de sécurité pour les développements économiques. Et on le voit qu'elle le fait avec la création du Fonds européen de défense. Donc on voit bien là que même en Europe, il y a aussi cette prise de conscience du besoin de financer l'industrie de défense pour en créer un pilier de l'Union européenne. Ce qui serait finalement paradoxal d'avoir d'un côté une Europe qui, pour la première fois depuis le début de son existence, financerait la défense, et de l'autre côté, l'Europe qui instaurerait ce qu'on appelle une taxonomie dans le jargon juridique ou bruxellois, des règles qui vont à l'inverse de l'activité de défense. Vous le dites très bien. Je rappelle que dans les statuts de la BEI, il est interdit de financer l'activité de défense. C'est statutaire. En parallèle, on voit l'Europe qui crée le Fonds européen de défense, qui a des succès. Je pense à Galileo, qui a un usage clairement aussi pour le secteur. Mais aussi, il a été lancé dans un objectif civil au départ, mais avec des applications militaires. Donc, on voit que l'Europe prend de plus en plus en compte ces paramètres. On voit aussi que l'Europe apporte son financement en dons ou en matériel aussi à des pays qui ont besoin de sécurité. Je pense notamment à la stabilisation des pays du G5 avec des acquisitions par l'Europe qui sont données aux pays souverains pour pouvoir les aider dans leur montée en capacité à stabiliser leur pays. Donc, on voit bien qu'il y a ces deux tendances de fond et on voit bien le paradigme qui est aujourd'hui en question. Jean, vous avez des choses à dire là, sur ce sujet-là? Oui, sur les études, pour montrer les problèmes de financement. On a toujours un décalage en recherche. Nous, il faut qu'on attende que les comptes des entreprises là sortent. On va disposer des comptes d'ici 6 mois, 1 an de l'an dernier. Et effectivement, c'est très difficile de montrer des refus de crédit, mais on a des indicateurs quand même indirects qu'on va pouvoir retrouver dans les comptes et qu'on voit déjà. Alors, d'une part, les frais financiers. Si on voit que les frais financiers augmentent ou sont plus importants qu'une entreprise comparable, bon, ça voudra dire qu'il y a des contraintes de financement. Mais comme l'a rappelé Victor, on le voit aussi, ce refus de crédit, dans la substitution du crédit long terme par du crédit court terme.
Et donc, on voit pour beaucoup de PME le crédit court terme qui monte, et c'est plutôt un mauvais signal et un signal de contrainte de financement. Bien, donc nous recevons des questions. Merci, continuez. Nous sommes toujours intéressés pour recevoir des questions. Première question donc de nos amis. Faudrait-il inclure la souveraineté défense dans la notion de finance durable, responsabilité sociale, sociétale des entreprises par le biais d'une législation spécifique? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, une législation spécifique, pourquoi pas, mais laquelle? Les banques sont dans un environnement de contraintes juridiques qui n'est pas que franco-française, contrairement peut-être plus à l'industrie de défense. Ils sont régulés par des régulateurs européens. Ils sont aussi soumis à des normes internationales du fait de leur présence, je pense notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays qui leur imposent aussi de respecter un certain nombre de normes. On a, au-delà de la régulation, mis en place, en tout cas l'État français a mis en place des outils, je pense à BPI, qui très souvent vient intervenir lorsqu'il y a défaillance du marché privé sur deux secteurs. Le côté assurance, l'ex-COFAS pour l'État qui est devenu BAE, et la branche financière, BPI Financement, qui viennent justement, en dehors de la régulation, venir apporter cette… Parler des assurances, on interrompt, il y a une question qui est également, vous avez parlé du secteur financier, quid des assurances? Est-ce que les assurances ont une même aversion ou une tendance à une aversion au secteur industriel de défense? Aujourd'hui, vous avez, en tout cas dans le secteur de la défense, très grosse consommation et un très fort soutien de BPI. Donc, c'est bien l'État français qui vient, en tout cas à l'exportation, apporter des solutions fortes et qui nous accompagne dans de nombreux dossiers. Vous avez aussi beaucoup d'assureurs, principalement anglo-saxons, ce sont les Lloyds, qui sont des gens peu averses au risque et qui accompagnent régulièrement l'industrie et qui, aujourd'hui, ne posent pas plus de problèmes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le secteur de l'assurance, c'est plus le secteur bancaire. Alors, on pourrait se poser la question de l'assurance privée française, oui. Puisqu'on a quand même COFAS qui est privé, ou des grands assureurs français qui pourraient intervenir. On les voit un peu moins souvent dans nos dossiers, c'est un peu plus complexe de travailler avec eux. Ils ne s'y intéressent pas? Non, ils travaillent avec eux. Alors, le monde de l'assurantiel, très souvent, travaille en pool, c'est-à-dire que c'est un regroupement d'assureurs qui vient assurer votre dossier. Et donc, très souvent, vous trouvez toujours une solution. Alors, ils interviennent très souvent au sein de ces pools. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'environnement de l'assurance, du risque crédit et du risque client à l'international est fortement dominé par le système anglo-saxon des Lloyds. Une question de même nature, mais enfin, avec une comparaison intéressante avec les banques étrangères. À une époque où l'on ne parle que de RSE et d'entreprises à mission, comment faire pour permettre à des banques de financer sans difficulté les entreprises de défense? Ce que font, semble-t-il, dit la personne qui questionne, beaucoup de banques étrangères non européennes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de banques étrangères avec qui l'ensemble du secteur de la défense travaille, principalement des succursales de banques de pays à l'international. Alors, très souvent, pour relativiser quand même, ce sont des succursales qui ne travaillent que pour le compte de l'État dans lequel elles dépendent ou pour le compte de la sous-région d'où viennent les principaux capitaux. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de banques étrangères qui proposent des solutions, qui ont une vision peut-être plus ouverte sur ce secteur-là et pour qui ça ne pose absolument pas de problème. Pas la dernière question, enfin une dernière question avant deux questions pour Jean, parce que je vois Jean qui s'impatiente et qui est frustré de ne pas avoir de questions. Les banques considèrent-elles finalement les entreprises de défense comme des clients intéressants? Et plus précisément, puisque vous travaillez chez Arcus, comment vous faites avec les banques? Comment vous travaillez avec les banques pour qu'elles continuent à vous soutenir? Est-ce que vous avez une recette? Alors déjà, on les connaît bien, on échange énormément avec eux, on a une équipe qui est dédiée à la relation justement avec ces banques et on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer comment sont construits nos contrats, quelles sont nos règles, quelles sont nos contraintes
et quelles sont la finalité parfois. Quelque chose que vous faites vous, je le comprends, mais est-ce qu'il y a aussi une action de la profession globale qui est dans ce domaine, ou bien est-ce que chacun d'entre vous... Non, je pense que je reprends l'interview de Patrick Netanel qui très clairement chacun montre la volonté pour les industriels du secteur de la défense d'être exemplaires dans le secteur et dans la RSE, parce qu'on est convaincu, si je reprends la pyramide de Maslow, on est vraiment un socle, et que sans ce socle qui permet la sécurité, il n'y aura pas de développement économique et puis pas d'activité économique qui se développera derrière en dehors du secteur de la défense. Jean, on parle jamais, je ne sais pas si on parle jamais, enfin, c'est ce que dit à la personne, des financements des startups. Oui. En mentionnant que, même si l'AID, je pense, est une très bonne démarche, il estime que l'AID n'a pas encore le niveau de financement nécessaire, même s'il est en croissance, pour financer les startups. Et des fuites de capitaux à l'étranger de pépites françaises. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a des études qui commencent à sortir des éléments, ou bien c'est encore trop tôt? Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclairages sur ce sujet? Alors, le problème de financement des startups, on va le retrouver également dans le civil, et on l'a retrouvé pendant un grand nombre d'années. Le système de financement s'est profondément modifié. On n'avait pas de financement des startups, on n'avait pas de capital risque au début des années 2000. Tout ça est apparu en France récemment. On a quand même des volumes de financement qui sont beaucoup plus faibles que dans d'autres pays comme les États-Unis. On a aussi un historique qui est particulier. Aux États-Unis, on a des business angels, c'est-à-dire des gens qui avaient fait fortune dans les nouvelles technologies, qui se sont mis à financer donc des startups. Et leur intérêt, c'était d'apporter à la fois finalement des financements, mais aussi une connaissance du marché et de ce type d'entreprise. Ça a été permis par une bulle Internet au début des années 2000 aux États-Unis. On n'a pas connu, nous, ces évolutions en France. Et finalement, on a encore peu de financement des startups en France. C'est une autre question. Quels sont les financements pour les startups? Alors, quels sont les financements accessibles? Les financements par dette sont généralement pas accessibles. On n'a pas assez de recul. Ce sont des entreprises jeunes qui ont beaucoup d'immatériel, pas de garantie. Donc, ça va être surtout des financements par capitaux propres, donc par action et par des fonds d'investissement, par de l'argent, un réseau familial au début pour montrer justement l'implication du chef d'entreprise. Mais on a un problème dans les étapes, c'est-à-dire qu'on trouve en France quand même des financements pour les toutes premières années de la start-up, mais on a du mal à la développer et à l'amener jusqu'à une rentabilité et à l'introduire sur le marché. Alors, si je peux me permettre, je peux vous donner un chiffre, parce que je l'ai lu et récemment, en préparant un peu cette interview. Sur les 16 startups en France qui ont levé plus de 100 millions d'euros cette année, une seule a été l'idée, c'est-à-dire que le chef de file des investisseurs était français. Ah oui. Tous les autres chefs de file sur les 15 startups qui ont levé plus de 100 millions d'euros. Et startups en général. Au sens global, pas au sens vraiment général. Donc, c'est un problème générique. Donc, on voit que de façon générale, Jean peut-être me contredire, mais qu'on voit que c'est principalement des fonds d'investissement étrangers qui pilotent ces success stories. Si vous rajoutez la contrainte du secteur défense avec cette contrainte de risque, ce qu'on appelle sur l'exit, sur la sortie, puisque l'État français peut avoir un droit de regard à protéger, vous comprenez bien que si les fonds d'investissement étrangers prennent un risque sur du droit français ou une prérogative de l'État français sur une sortie, on vient diminuer cette masse financière disponible et du coup, on accentue ce phénomène sur les startups de défense. Jean, une autre question pour vous. Vous avez mentionné tout à l'heure la part importante des investissements américains dans l'industrie de défense européenne, pas forcément française, mais en tout cas européenne. Le fait d'avoir cette forte part d'investissement n'induit-elle pas, et une faible réciprocité, donc il n'y a pas d'équilibre, n'induit-elle pas un risque de rapport de vassalité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis? Oui, il y a toujours la différence de financement, effectivement. Le financier a des droits dans une entreprise. L'actionnaire est propriétaire en partie, donc il a le droit d'avoir les informations, de prendre des décisions. Alors, ce qu'on pourrait dire dans la défense, c'est que l'actionnariat et le contrôle ne correspondent pas toujours. C'est-à-dire que dans la défense, vous avez quand même des droits de vote et des droits de contrôle
plus important pour l'État français. Vous avez une législation qui permet aussi d'aller à l'encontre d'un actionnaire. Donc, cette vassalité, elle est quand même très contrôlée par l'État, hein. Mais il faut faire attention justement au déséquilibre dans les volumes de financement entre l'Europe et les États-Unis. Et pas que des États-Unis. Je prends l'exemple des masques. C'est pas à cause des États-Unis qu'on n'avait plus de masques en France. Donc, on peut aussi dépendre, si on n'a plus cette base industrielle et technologique de défense, le jour où on aura besoin de façon rapide et efficiente de matériel ou de produits, être dépendant d'un pays tiers, que ce soit les États-Unis, que ce soit des pays d'Europe de l'Est ou d'Asie. Donc, ça fait raison, même si je ne pense pas qu'on puisse parler de prédation des Chinois sur l'industrie des masques. Je ne pense pas. Je pense que là, il y avait plus une responsabilité nationale en son temps qui a causé ce problème. Que sait-on de l'application des normes ESG au secteur de la défense aux États-Unis? Alors, je connais très mal ce point sur les États-Unis. Je peux répondre sur l'Europe. Mais... Bon, on garde la question et on essaiera d'y répondre dans la synthèse que nous ferons. Je ne l'ai pas écouté, mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Mais est-ce que vous avez une question hyper d'actualité? La défense émarge-t-elle au plan d'investissement France 2030 annoncé hier par le président de la République? Je ne l'ai pas entendu. Alors, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu les synthèses que j'ai pu lire. Ce que je peux entendu, en tout cas sur le secteur, en tout cas du terrestre, tout ce qui va permettre la transition énergétique, que ce soit vers l'hydrogène, vers les voitures électriques, vers les voitures dépolluantes, vont forcément faire un appel d'air sur des innovations et de la technologie pour lesquelles on participe et on va s'intéresser grandement. Aujourd'hui, on fait de nombreux travaux sur l'hybridation et sur justement la fin potentielle des moteurs thermiques pour les véhicules du futur, même si aujourd'hui on est plus sur de l'hybridation à moyen long terme. Mais donc, cet appel d'air et cette manne financière va forcément, en tout cas sur la recherche fondamentale, générer des avancées qui, pour notre secteur du terrestre, seront très pertinentes. Mais je pense que c'est vrai aussi avec le nucléaire, c'est vrai avec sur les mini-réacteurs. Je pense que sur les mini-réacteurs, on va retrouver des acteurs défense qui vont être présents également. C'est très en ligne avec la question suivante. Vous avez en partie répondu, mais je la pose néanmoins. Les technologies duales et la recherche liée à celle-ci sont-elles financées en majorité par la défense ou par le secteur civil? Aujourd'hui, alors Jean me contredira peut-être, mais les chiffres de recherche et développement, il y a beaucoup plus d'argent mis en recherche et développement par Google ou par des industriels privés en dehors du secteur défense que purement sur le secteur défense. Mais pour les technologies duales, mais alors, qui peuvent servir et le privé, et le civil, et le militaire. Je pense que chacun apporte son domaine d'expertise. La défense va peut-être apporter de la robustesse. Je prends l'exemple toujours des véhicules. On entretient toujours et sont en service des véhicules qui sont les VAB qui ont été livrés dans les années 70, les tout premiers. Donc, en fait, la défense apporte ce savoir-faire de longévité, de gestion des obsolescences que pas forcément le marché du civil va apporter. Le marché du civil va apporter peut-être des choses peut-être plus immédiates, plus concrètes, mais dans cet effort de durée, l'industrie de défense a apporté quelque chose. Allez-y, Jean. Oui, sur la recherche, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que si on distingue la recherche fondamentale appliquée et le développement, ou avec des TRL, les premiers stades de la recherche, finalement, ne sont pas civils ou défense. Toute recherche à l'origine est plutôt duale, et ça sera ensuite ces applications qui vont devenir civiles ou défense. Et ce qu'on constate, c'est que le financement de la recherche fondamentale a été essentiellement un financement civil. Mais depuis quelques années, on voit un repositionnement des entreprises de la défense sur les deux extrémités de cette recherche fondamentale et développement. Donc, recherche fondamentale aussi. Recherche fondamentale aussi, on voit un repositionnement des entreprises de la défense sur ce type de recherche. Nous, on l'explique justement par le développement de la recherche civile. Et donc, il faut que les entreprises défense arrivent à comprendre, à identifier, à capter cette recherche civile et donc font un peu plus de recherche fondamentale. Ces difficultés de financement qui sont évoquées entraînent-elles par ricochet une augmentation de besoins des financements publics et par conséquent, donc financer les développements, la R&D, la R&T, et par conséquent une diminution des volumes
de matériel commandé par les armées, sachant qu'on considère qu'on est un budget constant, et peut-être un budget en augmentation depuis quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, financement, c'est pas chiffre d'affaires. Le volume, c'est la loi de programmation, elle détermine un besoin opérationnel qui se traduit potentiellement en définition de besoin, qui se traduit en commande. Si on veut lier les deux, les études, je pense, ne sont pas encore sorties, mais on a bien vu que la bouée de secours que l'État français, et en particulier la DGA, a mis en place pour les PME et les ETI pendant la crise Covid, d'accélérer les plans de paiement, les acomptes. Donc là, on parle bien de financement. Ça n'a pas changé le chiffre d'affaires de ces entreprises, mais ça leur a permis d'être pérennes et de passer la crise en ayant cet apport de cash en amont de leurs dépenses, de leurs opérations. D'accord. Je ne sais pas si les gens ont des études déjà sur… Oui, hein, effectivement, ça ne va pas forcément changer leur chiffre d'affaires et encore à terme, on peut, puisqu'elles peuvent faire moins de R&D, être moins performantes et donc baisser leur chiffre d'affaires. Mais ça va effectivement renchérir les coûts. Hein, quand les charges de ces entreprises sont plus élevées, il faut qu'elles gardent une certaine marge pour être performantes et donc elles vont répercuter cette augmentation des coûts sur le public. On vient à l'Europe. Question assez précise. Je peux éventuellement apporter une réponse, mais je vous pose la question d'abord. Croyez-vous vraiment, le mot vraiment est important, en la capacité du Fed à financer une industrie de défense, notamment sur les TRL bas, au regard d'une part la taille des consortiums, quelquefois, ça le dit le réacteur, il peut y avoir jusqu'à 40 partenaires pour une étude à TRL bas. En conséquence, l'éclatement du périmètre technique entre les différents membres du consortium, puisqu'il faut partager la même étude à 40, avec enfin un remboursement qui, aujourd'hui, n'est assuré que par ce qu'on appelle les coûts, je crois, éligibles, plus 25% des frais indirects qui ne couvrent pas la totalité des coûts pour les industriels, ce qui veut dire que les industriels, non seulement ont une participation limitée, complexe, mais avec en plus un autofinancement nécessaire, puisque l'Europe ne finance pas tout. Est-ce que vous avez des réponses à cette question? Je peux apporter des éléments. Oui, alors, dans le civil, c'est quand même une pratique qui est là depuis très longtemps. Hein, et dans la recherche, nous, sur les financements européens, on doit également faire des consortiums qui sont gros. Qui sont efficaces à la fin? Oui, il y a une sélection des dossiers. Hein, donc, normalement, un consortium non efficace ne sera pas sélectionné. Et puis, la fois d'après, on va s'améliorer. Est-ce que les consortiums peuvent avoir jusqu'à 40 partenaires? Oui, ça réduit l'efficacité, mais en même temps, la collaboration permet d'augmenter aussi la performance de la recherche en partageant ses inputs. Donc, il y a des avantages pour moi à la collaboration qui peuvent compenser justement cette grande taille des projets et tout dépendra de la sélection des projets qui est réalisée. Je ne suis pas sûr que nos collègues d'Ariane Group, avec Ariane 5 et Ariane 6, disent la même chose face à SpaceX, qui a une organisation industrielle un peu plus efficace, on va dire, efficiente. Passons. Victor, est-ce que vous avez des éléments? Oui, deux points. Déjà, moi, je crois beaucoup au consortium et au partenariat. Chaque entreprise n'a plus les moyens de financer et d'auto-développer la totalité des produits et n'a pas même les compétences ou les savoirs. Donc, le partenariat, oui, c'est sûr, c'est la clé du développement futur de notre industrie. Maintenant, sur les remboursements, puisque la question est très précise, effectivement, on a une crainte qu'une partie des coûts ou des charges des projets ne soit pas remboursée. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on fasse soit de l'autofinancement, soit qu'on finance, soit qu'il y ait d'autres aides françaises ou autres complémentaires qui viennent en complément de cette partie non financée. Après, il y a toujours un arbitrage complexe. Quand vous faites de la R&D financée, vous n'êtes plus forcément propriétaire de la propriété intellectuelle. Donc, c'est aussi à chaque industriel de mettre le bon niveau de financement extérieur en échange de propriété intellectuelle partagée ou pas, et de l'autofinancement pour garder sa compétence technologique et stratégique en son sein. Si vous me permettez de moduler un petit peu, Victor, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les entreprises doivent travailler en partenariat. On ne peut pas travailler évidemment tout seul. On travaille déjà en partenariat avec notre supply chain. On peut travailler en partenaire avec des tiers. Néanmoins,
40 partenaires, c'est énorme, je pense cet exemple-là. Et il y a un risque quand même, je pense, en tout cas de mon point de vue avec le Fed, d'un saupoudrage des budgets chez de nombreux industriels. Quelquefois des industriels qui veulent utiliser, soutenus par leurs États, ces budgets pour se développer, n'ayant pas forcément toutes les compétences, mais se développer. Et derrière cela, il y a le risque de ne pas atteindre un objectif qui me semble sain. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un objectif clairement partagé sur l'Union européenne, c'est que ce fonds européen de défense servent à développer des champions européens de défense pour bien se positionner sur le marché international. Faire 40 nains ne permettra pas d'accéder à de l'exportation. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre, évidemment, éviter le seul industriel qui bénéficierait de tout, ça c'est totalement illusoire, évidemment, mais trouver un partenariat avec des sachants, si j'ose dire, et pour à la fin aboutir à des grands champions. Je ne vais pas prendre l'exemple des médias, mais je prends l'exemple d'Airbus. Airbus, c'est un grand champion dans le domaine aéronautique civil. On a regroupé toutes les forces européennes et on a fait un grand champion. Il faudrait faire la même chose au niveau, je pense, au niveau européen. Autre question, excusez-moi, je passe. Vous avez parlé des dispositifs de l'AID, notamment Rapid et Astrid. Bon, Rapid et Astrid étaient des dispositifs qui étaient précédents, qui avaient été lancés par la DGA, mais que l'AID a reprise. Est-on capable de dresser un bilan de ces dispositifs et peut-on notamment évaluer les conséquences qu'ils ont eues sur le secteur? Est-ce qu'il y a eu plus de financement R&D derrière, plus d'exportation, plus de compétitivité des entreprises? Est-ce que vous en faites un? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études spécifiques sur l'AID, en tout cas d'études scientifiques et économétriques. Il y avait eu des études auparavant à partir des financements publics défense distribués par la DGA, où on montre que les financements publics ont un effet très positif sur le niveau de R&D qui est réalisé par une entreprise et sur sa probabilité à innover. Donc, il y a un effet tout à fait positif des financements publics et notamment des financements publics défense sur l'activité des entreprises. Alors, je n'ai pas de chiffres ni de statistiques, mais je suis à peu près convaincu, en tout cas chez Airbus, que la totalité des véhicules qui ont été livrés aux armées bénéficient d'une technologie ou d'une innovation qui a été pour partie financée par un Rapid ou un Astrid. Que ce soit dans la chaîne cinématique, que ce soit dans l'hybridation. On avait un VAB électaire, qui était un VAB hybride, c'était vraiment le tout premier. Ces travaux financés sur ce type de financement nous permettent d'accélérer notre innovation et d'en faire bénéficier nos clients. Parce que j'ai entendu aussi, il y a quelque temps, dire qu'il y avait des études rapides et Astrid aboutissaient à des résultats intéressants, mais à un certain niveau de maturité, mais avait du mal à passer le cap de l'application dans un produit par certaines déconnexions entre les PME qui faisaient ces développements, ces études, et les maîtres d'œuvre. Vous avez un dispositif qui permet de capter… De quelle échelle de temps on parle? Parce que c'est ça la complexité dans notre secteur. Aujourd'hui, des programmes, ça peut être des programmes sur 10, 20 ans, voire dans le naval, je pense aux sous-marins, à 30 ans, 40 ans. Mais les PME peuvent peut-être pas survivre. Alors, elles vont pas survivre, mais un Rapide qui leur permettrait de développer une technologie qui pourrait intéresser un grand groupe ou un grand maître d'œuvre, plus qu'un grand groupe, c'est des maîtres d'ouvrage en fait, vont justement bénéficier de cet apport en R&D qui va leur permettre de passer les TRL successifs et jusqu'à la commercialisation, sans que ce soit forcément un produit fini, mais en tout cas de travaux de technologie ou de propriété intellectuelle qui leur permettront d'avancer. Je reviens pour vous, Victor, je pense. On a parlé beaucoup de communication, de compréhension avec le secteur bancaire. Faudrait-il pas radicalement renforcer l'effort de communication du secteur de la défense, non seulement vis-à-vis des banques, mais de l'ensemble de la société civile, pour convaincre la société civile sur les programmes, enfin, plus que les programmes, je pense, sur l'intégrité et l'éthique de l'activité de défense. Vous prêchez un convaincu. D'ailleurs, on est à l'HR EcoDev. Ça fait aussi partie des missions de l'HR EcoDev. Je pense aux missions de l'IHEDN, notamment chez les jeunes, qui véhiculent une forte notion de la défense. Je fais partie des premières années pour qui le service militaire a été… alors, il n'est pas supprimé, je crois qu'il est suspendu juridiquement. Je n'ai aucun membre proche de ma famille qui
sont dans les armées. Donc, je n'ai découvert l'industrie de défense que quand j'y suis rentré. Je n'ai jamais eu de cours sur l'industrie de défense. Je ne sais pas si dans vos universités, c'est un secteur qui est mis en avant, mais en tout cas, dans mon parcours scolaire, ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une incompréhension du secteur global de défense, voire même des armées, hein, de la compréhension du mécanisme des armées, et que effectivement, il faut que nous communiquions plus pour pouvoir être compris. Je suis désolé parce que les questions peuvent varier de domaine, mais ça me permet aussi d'équilibrer les réponses. Comment sont identifiés les sociétés de défense rarement limitées à l'armement? Existe-t-il une définition connue des entreprises de défense face aux banques et face aux financeurs? Oui, il y a des définitions d'une entreprise de défense qui ont été définies au niveau scientifique, par Dunn. Donc, il est assez facile de définir une entreprise de défense. C'est une entreprise qui va travailler pour le ministère des Armées. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'intérieur de ce groupe-là, il va falloir faire plusieurs sous-groupes. On a les entreprises de l'armement qui vont finalement fabriquer les systèmes d'armes, de la R&D jusqu'au démantèlement. Je vais vous interrompre, vous dites qu'ils travaillent pour le ministère des Armées, mais les sous-traitants des entreprises de défense qui travaillent pour le ministère des Armées, alors, on les identifie aussi par ces trois groupes, mais on a beaucoup de mal à les identifier. Donc, dans ces trois groupes d'entreprises de défense, les entreprises de l'armement, les entreprises ensuite stratégiques qui vont fournir des matières premières stratégiques type carburant, et ensuite les entreprises qui fournissent des produits courants pour les armées, type nourriture et logement. Alors, la DGA va s'intéresser, elle, plus spécifiquement aux entreprises de l'armement, les forces et les faiblesses. Mais le ministère doit considérer l'ensemble du périmètre. Quand il modifie son budget, on va avoir des conséquences en termes d'emploi sur l'ensemble de ces trois périmètres. Peut-être pour Victor, j'avoue que là, je n'ai pas d'éléments très clairs de réponse, mais je vous fais confiance, Victor. Peut-on envisager la solution du Special Purpose Vehicle, SPV, soutenu par plusieurs banques françaises et sous une marque différente, pour éventuellement alléger le problème d'image? Oui, alors juste un Special Purpose Vehicle, c'est une entité juridique qui regroupe différents acteurs et qui va financer une opération particulière. Et ce véhicule juridique est dédié à l'activité qu'il finance. Ça a déjà existé par le passé. Les banques se sont regroupées dans des entités très spécifiques pour financer des activités spécifiques. Aujourd'hui, pourquoi faire compliqué et créer un véhicule spécial? Alors, ça pourrait être le cas pour les fonds d'investissement qui s'intéressent à nouveau de plus en plus au secteur. Reste la contrainte française et la particularité française du monopole du crédit bancaire. Aujourd'hui, seuls les établissements ayant une licence de crédit peuvent permettre le crédit bancaire. Donc, ça voudrait dire que le SPV, si j'imagine bien la question, serait plus que du simple financement. Je pense qu'il serait porteur de l'actif. Et alors là, on rentre dans une complexité qui est très intéressante. Est-ce que une société privée avec un statut particulier peut disposer et avoir en propriété un actif classifié comme militaire et qui est fait d'un usage qui n'est pas sous son contrôle? Donc, il y a beaucoup de problématiques. On voit que c'est quelque chose qui avait été lancé à l'époque par le ministre Le Drian sur cette réflexion à l'époque des PPP, les partenariats publics-privés. On n'a pas encore trouvé le bon compromis. Pour qu'un PPP fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une dualité et qu'on puisse l'utiliser pour en faire une rentabilité économique. Donc, ça réduit beaucoup le champ d'application à partir du moment où vos produits peuvent à tout moment être mis sur un terrain extérieur ou confrontés. Ça, c'est très classique dans les contrats d'assurance. Le risque de guerre n'est pas couvert. Donc, ne pas couvrir un produit, ça rend encore plus complexe la mise en place de ce véhicule. Nous approchons de la fin de notre séance. Je demande pitié, Monsieur le Bourreau, je propose 2 questions supplémentaires. Rapide réponse, s'il vous plaît, même si elles sont peut-être complexes. Quelle est la place des partenariats PME grands groupes dans la mécanique des financements de défense? Est-ce que les grands groupes aident des PME ou pas? C'est un sujet qui est abordé dans les organismes GICAD, Société SIDEF.
Oui, on a la volonté. On l'a fait notamment pendant la crise. On l'a fait pendant la crise. Je pense qu'il faut c'était quelque chose. On a signé des engagements, acte PME, avec le ministère de la Défense, avec beaucoup d'industriels, de grands groupes l'ont signé. Et puis, sur nos groupes de travail, on voit aussi, on dit aux PME, si vous avez des problématiques à financer l'activité pour nous vendre à nous, dites-le nous pour qu'on se mette à 3 autour de la table avec le banquier et qu'on échange en disant, nous, on a besoin que vous financiez cette PME. Et alors, on n'ira pas jusqu'à se porter garant, parce qu'on ne peut pas se porter garant de toute la supply chain, mais en tout cas, on fera en sorte, comme l'a fait la DGA, potentiellement d'augmenter les acomptes, de soutenir, de faire en sorte que nos fournisseurs stratégiques soient toujours là demain. Il est clair qu'un maître d'œuvre comme Arcus, sans sa supply chain, ne peut pas survivre. N'existe plus. Et il est tout à fait essentiel que cette supply chain continue à vivre et à se développer. Dernier élément, dernière question, toujours un peu de la communication, donc c'est sans doute peut-être plus pour vous encore, Victor. Le business de la défense nécessite, les décisions dans le domaine de la défense, notamment en prise de commande, peut prendre 12 mois, 24 mois, 36 mois, peut prendre beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, le besoin de fonds de roulement continue à fonctionner. Comment faire comprendre aux banquiers ce phénomène, est-ce qu'ils ne le comprennent pas, enfin, je ne sais pas s'ils ne le comprennent pas, ou s'ils le connaissent, qui ont besoin d'être rassurés par nos projets et donc d'attendre. Est-ce que la communication que vous avez évoquée, vous pensez qu'elle suffira et comment faire pour aider de façon générale les PME dans ce domaine? Est-ce que c'est uniquement la communication ou est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, je pense que la première explication, c'est aussi cette acculturation du banquier. La LPM est sur 5 ans, c'est-à-dire qu'on a quand même une visibilité à très long terme dans nos contrats. Aujourd'hui, la plupart des entreprises de défense ont ce qu'on appelle un pipe, c'est-à-dire un carnet de commandes plus ou moins affermi, mais en tout cas un carnet de commandes qui est largement supérieur à la moyenne des autres secteurs, puisqu'on parle, pour certaines entreprises, de 5, 6, 8, 10 fois le chiffre d'affaires annuel. Par contre, il faut bien faire comprendre aux banquiers que ça peut prendre beaucoup de temps et qu'effectivement, le risque est minimisé par cette visibilité, mais qu'il existe à court terme. Et donc, effectivement, il y a un enjeu d'explication. Il y a aussi un enjeu sur les TPE-PME qui va être sur les fonds propres. Il faut renforcer les fonds propres des TPE-PME pour pouvoir tenir dans cette durée. Et c'est là où il y a un grand enjeu dans le secteur pour arriver à trouver des solutions nécessaires pour répondre aux requêtes des banquiers. Bien, Jean, Victor, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci beaucoup pour avoir participé à ces deuxièmes entretiens de l'ECODEF. Nous avons répondu à pas mal de questions, il y en a quelques-unes encore. Je vous rappelle que vous allez recevoir très bientôt un petit questionnaire de satisfaction. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à nous assurer que nous avons répondu au mieux à votre attente. Nous aurons également, donc merci d'y répondre. Nous ferons une synthèse écrite de ces entretiens pour ceux qui n'auront pas le temps de voir la vidéo qui sera en ligne de cet entretien et pour ceux notamment qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu y venir. Nous prévoyons de futurs entretiens, vous serez informés par les canaux habituels. Le prochain entretien de l'ECODEF, la date n'est pas fixée, mais devrait avoir comme thème l'exportation de défense. Merci beaucoup et à très bientôt et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.